Marguerite Duras, célèbre écrivaine française, disait que écrire, c'est hurler en silence. Hurler en silence, très belle expression. Mais pas que. On peut écrire pour plusieurs raisons. Écrire pour se distraire, écrire pour le simple plaisir d'écrire, ça existe, croyez-moi. Écrire pour célébrer des valeurs culturelles. Et c'est bien le cas de Bolo Basilier, auteur d'un livre, non plutôt de 2 livres, donc un livre en 2 tomes, qui s'intitule étrangement Le Sans-Papier Ingrat. Nous aurons aujourd'hui l'occasion de parler avec lui du 2e tome. Il est avec nous sur plateau. Monsieur Bolo Basilier, bonjour et bienvenue. Bonjour, comment vous allez? Content d'être sur le plateau d'Entre les lignes. Merci beaucoup, content aussi de vous voir. Très bien, très heureux, oui, c'est très chaleureux ici. Ouais. Alors, Le Sans-Papier Ingrat, en 2 tomes, le tome 1, le tome 2. Oui. Vous êtes également essayiste, vous avez publié un essai sur la sécurisation de l'exploitation agricole en Côte d'Ivoire. Au final, d'où vous vient cette envie d'écrire? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre la plume pour vous raconter, pour dire un message au lecteur? Pourquoi? Merci d'abord parce que tout à l'heure, vous avez bien résumé, votre expression m'a bien plu, parce que vous disiez tantôt qu'on écrit soit par plaisir, pour éduquer, pour enseigner ou laisser quelque chose. Ici, tout ce que je vis, j'ai voulu laisser également quelque chose, non seulement sur le plan culturel, et sur le plan professionnel et social également, avant de partir. Très bien, donc une envie de laisser un héritage, autre que celui que vous léguerez bien sûr à vos enfants, mais un héritage beaucoup plus grand, beaucoup plus étendu à d'autres personnes que vos familles restreintes, c'est bien ça? Effectivement, effectivement. Bien. Mais pourquoi la littérature? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de léguer un héritage? Vous pouvez chanter, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez faire autre chose. Pourquoi forcément passer par le canal du livre? Est-ce qu'au final, vous pensez que le livre est le meilleur canal pour transmettre un héritage culturel? Je pense que j'ai beaucoup de cordes à l'arc. Et si vous regardez bien la présentation, vous allez voir que je fais également un peu de cinéma. Okay. Je fais également des festivals également sur les traditions. Et je fais également de la production audio et en plus économiste. Ça fait beaucoup, hein? Ouais. Après quoi vous courez, monsieur Chélier? Oh, j'aime beaucoup travailler surtout. Et j'aime pas rester les bras ballants. Je veux toujours faire quelque chose et améliorer surtout le quotidien de tout le monde. Donc on se rend bien compte que pour vous, littérature, écriture est égale à partage de valeurs. Effectivement, parce que c'est à travers le livre on va vous connaître. Et même quand je ne serai pas là également, cela sera présent sur Terre et les gens pourront me connaître ici également. Et savoir également ce que nous vivions au temps où je vivais. Vous avez par exemple tout ce qui est Aimé Césaire et les Socrates, etc. On ne les connaît pas, mais lorsqu'on les lit, on sent déjà qu'ils avaient quelque chose à dire à l'humanité. Et nous vivons ça aujourd'hui. Et donc je me suis dit, à travers tout ce que je dois faire, il faut que je laisse quand même des écrits et des traces. Très bien, je vais reprendre au mot. Le Sans-Papier Ingrat, tome 1, Sans-Papier Ingrat, tome 2. Avant d'entrer dans le cœur des textes, lorsqu'on vous lit, on se rend bien compte que vous êtes un promoteur de la culture ivoirienne, mais plus particulièrement de la culture sénoufo. Pourquoi? D'où vient cette envie de valoriser la culture sénoufo? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est en perdition, qu'elle est de moins en moins transmise? Oui, je pense que la culture sénoufo était beaucoup plus en retard parce qu'elle n'était pas valorisée. Je voudrais bien m'exprimer ainsi parce qu'on se sous-estimait. Parce qu'on a eu... Sous-estimé, c'est fort. Oui, hein? Si, c'est fort. Parce qu'on a été colonisé par le Malinké. Et donc, vous allez voir que la plupart des sénoufos, les noms sénoufos, typiquement, c'est Siloué, Soro, Yeo, Tio. Mais vous allez voir que les sénoufos sont confondus au Malinké à travers les noms Koné, Koulibaly, Diarasuba, etc. Donc, nous étions en train de perdre pratiquement notre culture. Et même avec l'islam, on avait commencé à abandonner nos traditions et on s'est islamisé, ensuite christianisé. Donc, je me suis dit, mais à un certain moment, nous risquons de perdre tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ma plume, ma caméra, et j'ai commencé à faire la production audio-vidéo pour pouvoir montrer la culture sénoufo. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que sur la toile, les sénoufos ont pris conscience. Ils se sont développés sur les réseaux sociaux. Il y a des festivals sur la culture sénoufo un peu partout. Et donc, je pense que je suis satisfait de ce que j'ai commencé. On rentre maintenant dans le fameux Le Sans-Papier Ingrat, titre assez intriguant.
un peu drôle, mais qui donnera certainement envie au lecteur de découvrir le texte. Je le rappelle, ce livre est écrit en 2 tomes, le tome 1 et le tome 2. Courez dans toutes les librairies et achetez le sans-papier ingrat. Question de valeur. Alors, il y a en tout début de roman une série de procès. Ouais. Une série de procès. Parfois, on est dans quelque chose de très kafkaïen, de très drôle, même s'il y a toujours un pincement au cœur. L'impression que vous donnez, c'est que la justice, telle qu'on va la récupérer après la colonisation, est venue remettre en question certaines valeurs culturelles qui étaient propres, par exemple, à la culture sénoufo. Je prends l'exemple de ce personnage, je crois que c'est l'affaire Zaka, qui va violer et être puni par les chasseurs du village. Et bien au contraire, lorsque l'affaire ira en justice, c'est plutôt les chasseurs qui seront punis. Est-ce que vous voulez dire finalement que la justice n'est pas une véritable justice telle qu'elle est aujourd'hui et qu'elle n'est pas bonne pour nos valeurs culturelles? Non, à travers ce chapitre avec Zika, l'objectif c'était de montrer un peu la différence entre la justice africaine et la justice occidentale. Vous voyez également les sanctions qui suivent. Au niveau africain, la justice se fait sous un arbre à palabre et tant que vous n'êtes pas présent, on ne vous juge pas. Mais alors qu'ici, dans la justice occidentale, celui qui est accusé n'est pas présent et on vous demande d'écouter un avocat qui ne sait rien de l'histoire, qui ne sait même pas d'où vient le village. Donc ça a été un choc pour les villageois de savoir que celui contre qui la plainte était posée n'est pas présent au tribunal et c'est quelqu'un d'autre qui ne le connaît même pas qui vient le défendre. Très bien, on peut le comprendre, mais en même temps, tout lecteur peut être choqué de voir que des gens se rendent justice eux-mêmes. Je veux dire, c'est contre le principe de justice tel qu'on le pratique aujourd'hui, donc pas tel qu'on le pratiquait par exemple dans la culture sénoufo, où on a le droit, dès le moment qu'on voit quelqu'un qui commet un crime, de le punir. Donc au final, à qui vous donnerez raison si vous deviez faire un choix? Plutôt à Zika ou aux chasseurs? Non, vous voyez, le monde humain, il y a des erreurs. Vous avez des gens qui ont purgé des peines jusqu'à aller à la chaise électrique aux États-Unis et souvent, ils ne sont pas coupables. C'est la même chose au village. Mais le village africain, il y a toujours une preuve. Tant qu'on ne vous prend pas sur les faits, vous n'avez pas une telle sanction. Alors que nous, au niveau du village, on n'avait pas de prison en tant que telle pour garder les gens. Les villageois se disent, mais attends, il a commis un crime, on ne va pas le mettre quelque part et lui donner à manger. La correction qui était en Afrique, c'était la chicotte, ou alors on vous expulse du village. Mais retenir quelqu'un et lui donner à manger, ce n'était pas trop coutume dans nos traditions. Donc c'est pourquoi vous voyez ici, dans ce tribunal, et quand vous regardez même l'atmosphère qui règne au niveau du tribunal, c'est une caricature qui est réelle, parce que même quand les gens vont passer des concours, chacun selon la religion, j'ai voulu opposer les différentes religions pour montrer que tout ce que les gens font dans les religions se ressemble. Vous allez voir l'animiste qui va se badigeonner avec des canaris, avec de l'eau. Le chrétien qui va prendre de l'eau également, il va dire c'est de l'eau bénite. Le musulman qui va prendre également de l'eau quelque part, on va dire c'est Nashidi, etc., etc. Et chacun va se badigeonner pour venir au tribunal pour avoir les faveurs ou alors pour gagner le procès. En effet, on a bien l'impression que vous essayez de mettre en fait, toutes les cultures sur un même pied d'égalité, toutes les religions, les pratiques rituelles également, Ouais. toujours en restant dans le procès, parce qu'il y a toujours l'idée de procès des valeurs culturelles selon la culture d'appartenance où on se situe. Il y a cette belle question d'un plaignant qui dit « Monsieur le juge, comment éduquer un enfant sans le frapper souvent ?» Ben, vous voyez qu'il y a une loi aujourd'hui. Et quand vous regardez sur les réseaux sociaux, les enfants, aujourd'hui à l'école, on ne les tape pas, on ne les corrige pas. Ils ont des droits qu'il faut respecter. Oui, c'est le droit. Mais à un moment donné, il faut quand même entraîner l'enfant parce que quelqu'un qui corrige l'enfant, il y a la manière de corriger l'enfant. Il ne s'agit pas de boxer l'enfant comme si c'était une personne adulte. On peut lui donner des fessées. L'enfant, on peut crier à des moments donnés, augmenter le volume, soit, je ne sais pas, de votre voix, ôter le ton. Mais tant que vous ne corrigez pas l'enfant, il sera toujours dans un chemin contraire à la société. Donc, dans la société africaine, c'était la chicotte. Et nous qui sommes passés par l'école primaire en ce moment, on sait que nous devons cela un peu à la chicotte. Donc on va dire que vous avez envie qu'on retourne à la chicotte?
Pas trop, mais à des moments donnés, l'enfant, il faut le mettre sur le droit chemin. Donc, parce qu'aujourd'hui... Un peu de chicotte. Un peu de chicotte, oui. Parce que Un lecteur pourrait vous demander, mais quel est l'endroit où taper pour rendre un enfant intelligent? c'est les fesses. C'est les fesses, il ne faut pas exagérer parce qu'on sait qu'à notre temps également, des enseignants ont tué des élèves. Donc, il ne faut pas abuser. Tout excès nuit. Si tout de suite vous mangez, jusqu'à un moment donné, que vous êtes rassasié, vous dépassez le seuil, vous tombez malade. Donc, l'enfant également, il y a une manière de le corriger. Au service également, votre employé, il y a une manière également de crier sur lui ou de lui dire ne fais pas ceci. Mais si vous passez tout le temps à crier sur vos agents, vous passez un seuil et ça devient dangereux. Donc il est forcément question de curseur et de dosage. Voilà, je laisse les lecteurs décider de la suite de cet échange si il faut revenir à la chicotte, oui ou non. Yépieri, vous dites dans un extrait, ça signifie taisez-vous. Pourquoi avoir choisi ce nom pour ce personnage? Ben, les noms sénoufos, toutes les noms sénoufos, généralement, quand vous voyez, c'est kilométrique, c'est sujet, verbe, complément. Donc, à chaque fois que vous avez un nom sénoufo, il est kilométrique. Mais pour lui, par contre, pour Yépieri, sa maman a été mariée à un autre homme en dehors de son amant, et 6 mois après, elle donne naissance à un enfant. Ça veut dire que en 6 mois, l'enfant ne peut pas naître et être bien portant. Donc le monsieur sait que ce n'est pas son enfant. Mais en Afrique, puisqu'il faut accepter la femme, il accepte la femme et son enfant. Donc il dit, taisez-vous, je sais que ce n'est pas mon enfant, mais je le garde comme ça. Alors on ne va pas tout dire pour l'instant. D'accord. Yépieri, c'est quelqu'un qui va nous fasciner. On va en reparler dans pas longtemps. Mais j'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, caché quelque part, parce qu'on permet aujourd'hui aux lecteurs de nous rejoindre sur le plateau pour poser des questions, et qui va venir vous poser quelques questions sur le livre Le sans-papier ingrat qu'il a lu, qu'il n'a peut-être pas aimé. Maintenant, l'instant lecteur. Le sans-papier ingrat de Boloba Sillier en 2 tomes, tome 1 et tome 2, tous disponibles dans toutes les librairies. Un roman qui a plu tellement de lecteurs qu'il est presque en rupture de stock, donc il faudra faire très vite. Rendez-vous dès maintenant, après l'émission, à la librairie et achetez les 2 tomes. On aura l'occasion d'en reparler peut-être un jour sur ce plateau. Et d'ailleurs, il y a un lecteur qui est avec nous sur ce plateau, M. Boni-Pierre Kofi, qui a lu Le sans-papier ingrat. J'imagine que ce n'est pas le seul livre que vous avez lu. Non, j'aime lire, j'aime beaucoup lire, donc j'ai lu plusieurs romans. Et lorsque je suis tombé sur le tome 1 et le tome 2, Le sans-papier ingrat, ça m'a vraiment touché parce que ces 2 romans traitent des problèmes de société. Voilà, ça nous montre un peu, en tant que jeunes, comment nous devons nous comporter pour pouvoir être mieux vus au sein de la société. Vous avez de la chance. Boloba Sillier est là, l'auteur dont vous avez aimé le livre, et vous m'avez dit avoir 2 questions pour lui. La première question, je voudrais savoir, Monsieur Boloba Sillier, d'où tirez-vous votre inspiration? L'inspiration d'un écrivain, d'un cinéaste, d'un metteur en scène, ça vient des faits de société et de ce que la personne elle-même vit. Donc, lorsque j'observe la société, j'essaie de prendre certains éléments à l'intérieur, comme un cuisinier. D'accord. Je rassemble tout et je fais, donc, je mets tout ceci sur du papier et c'est ce qui donne le roman. Okay. Monsieur Boloba, vous avez dit que vous êtes un très bon cuisinier d'ailleurs. Cuisiner un plat qu'a adoré et dont on redemande encore Monsieur Boni-Pierre Kofi. Deuxième question. Ma deuxième question. Je sais que Monsieur Boloba Sillier est un grand promoteur de la culture ivoirienne à travers son ONG WAFI. Voilà. Et il est particulièrement grand promoteur de la culture sénéfo. Pourquoi ne pas écrire en sénéfo? Monsieur Boloba, belle question. Oui, c'est une très belle question. Vous parlez de la langue de Molière, vous la critique, vous dites que c'est un héritage colonial pour valoriser notre culture et pourtant, pas de roman sénéfo. Oui, je ne remets pas en cause la colonisation, j'accepte, c'est pourquoi je dis nous devrons assumer parce que tout ce que nous avons presque, que nous utilisons vient de l'Occident. Et l'écriture sénéfo, elle n'existe pas. Et donc même si je dois écrire, ce serait en phonétique. Parce que je crois que l'écriture, nous avons l'écriture arabe, nous avons l'écriture romaine, mais c'est le sénéfo, nous n'avons pas d'écriture. Si je dois écrire, c'est une histoire sénéfo que je peux écrire en arabe, en français ou dans une autre écriture, mais pas en sénéfo. Boloba Sillier, on vous sait très dynamique,
directeur d'ONG, vous trouverez du temps pour peut-être inventer une écriture sénophone, on ne sait jamais. Ne comptez pas sur moi. Merci, monsieur Olivier Kofi. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Revenez quand vous voulez pour parler de notre roman ou de notre recueil de poèmes. À très bientôt. Merci. Avant, pour rester avec nous un instant, s'il vous plaît, nous allons maintenant poser une autre question. Cette fois-ci, non pas sur le plateau, mais avec quelqu'un qui se trouve derrière son téléphone. Monsieur Baloba-Silué, lançons maintenant la question selfie. Bonjour Monsieur Baloba-Silué, je me nomme Jessica Kofi. J'ai lu votre œuvre et je voulais vous poser la question suivante. Avez-vous eu des yépieries dans votre famille ou dans votre entourage? Merci. Dans ma vie et dans la vie de tout un chacun, je pense que Yépieri et Wawo, c'est le même personnage. Il y a des Wawo dans toutes les familles. Et si on demande à chacun de citer, je pourrais citer beaucoup de Wawo. Parce que quelqu'un qui a été ingrat avec vous, c'est un Wawo. Et donc je pense que j'en connais, mais je ne vais pas en citer. Parce que chacun de vous également est un Wawo dans sa vie et dans sa famille. Donc on pourrait dire que ce roman, en fait, vous l'avez écrit parce que vous avez été victime de wawoïsme, d'ingratitude. Tout le monde, même vous, vous avez été victime. Chacun de nous. Je n'en suis pas si sûr. Vous savez, moi, je suis très bien entouré. Hein. Vous avez peut-être... vous avez eu quelqu'un peut-être qui vous avait aidé dans votre vie et peut-être qui ne vient jamais vous voir, qui ne vous appelle jamais et peut-être même qui trouve que vous êtes mauvais. C'est cela, les wawo. Donc, pas de wawo en particulier qui aurait inspiré le personnage des deux tomes. Il n'y en a pas un en particulier, même si vous hésitez à le nommer, qui vous aurait fait quelque chose qui vous aurait tellement ému ou blessé que l'envie d'écrire vous a pris. Si, c'est ce que je vous ai dit, parce que puisque je ne peux pas nommer, je ne peux pas nommer quelqu'un, mais je dis, j'observe. Par exemple, quand vous regardez dans l'histoire, vous allez voir que Wawo a eu des relations sexuelles avec sa tutrice. Mais c'est un fait que j'ai vécu à Korogo. Ce sont des camarades, des voisins qui l'ont fait. Mais je ne peux pas dire que c'est un membre de ma famille. C'est pourquoi je vous dis, j'observe les éléments de la société et je le mets dans l'ouvrage. Très bien, on vous croit, on vous fait confiance, on respecte le droit de silence que vous faites sur celui ou celle qui vous a inspiré l'histoire de Wawo ou de Yépieri, selon où on se situe, le centre à pied ingrat. Et ça tombe bien, vous êtes un fervent défenseur de la culture sénophone. Mais aujourd'hui, avec Ampleli, nous avons décidé de rendre hommage à un écrivain qui, lui, est un fervent défenseur de la culture du nord du pays, malinké. Je pense à Amadou Kourouma. Maintenant, place aux grandes plumes. Amadou Kourouma est sans aucun doute l'écrivain le plus important de l'histoire de la littérature ivoirienne. Son œuvre est riche de 5 romans à succès critique et populaire, de 5 livres jeunesse et d'une pièce de théâtre, continue d'avoir une grande influence sur de nombreuses générations d'écrivains partout dans le monde. Écrivain résolument engagé, Amadou Kourouma a consacré son œuvre à la défense et la diffusion de l'histoire, la mémoire et la culture ivoirienne et africaine. 2. Les Soleils des Indépendances, publié en 1968, à Quand on refuse, on dit non, roman inachevé paru à titre posthume en 2004, l'écriture de ce brillant écrivain ivoirien est un éloge à la traduction pour bâtir un pont entre les langues et les cultures du monde. Amadou Kourouma a reçu le prix de la revue québécoise Études françaises en 1968, le prix Mêlé Latour Landry de l'Académie française en 1970, le prix du livre inter en 1999, le prix Amerigo Vespucci, le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens en 2020. Pour honorer son œuvre au retentissement mondial, une maison culturelle porte son nom à Lyon en France. De même,
Son nom a été attribué à l'un des prix littéraires les plus prestigieux décernés chaque année pendant le Salon du livre et de la presse de Genève à un essai ou un livre de fiction consacré à l'Afrique subsaharienne. Avec Bernard Dadier, Amadou Kourouma est l'un des rares écrivains ivoiriens dont le nom a été attribué à une rue de la ville d'Abidjan. Qui pourra oublier l'histoire, cette belle histoire tragique, belle mais tragique, de Fama dans Les Soleils des Indépendances. Kourouma est un écrivain qui compte, il comptera toujours pour la littérature ivoirienne. D'ailleurs, Monsieur Silué, est-ce que vous avez déjà lu Kourouma? Vous a-t-il inspiré Silué? Je pense par exemple au Soleil des Indépendances, Mon outrage au défi, qui est un roman très porté sur la culture sénoufo et malinké comme ce roman également. Ou bien Allah n'est pas obligé, l'histoire d'Ibiraïma, ce personnage qui a fait tant rêver, tant pleurer de nombreux lecteurs dans le monde. Est-ce que d'une certaine façon, Kourouma vous a inspiré cette volonté de promouvoir la culture de chez vous? J'ai beaucoup plus été inspiré par Sambène Ousmane, Ferdinand Oyono. Très bien. Voilà, ce sont des écrivains que j'ai beaucoup lus. Très bien, donc beaucoup moins Kourouma, beaucoup plus Sambène Ousmane, qui était également un écrivain très engagé, qui se servait du cinéma. On voit bien, parce qu'il était également cinéaste. J'ai plus regardé lui ses films par rapport à ses écrits. Un film préféré à conseiller à notre lecteur? Là, j'ai plus de trucs en mémoire. Moladé, parce qu'il y a tellement longtemps. La Noire 2, voilà, je crois. Le Camp de Tiaroy, par exemple. Le Camp de Tiaroy, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup regardé ça. Et à des moments donnés, je vais sur YouTube pour regarder. Voilà. Très bien. On sait, vous avez dit que vous êtes écrivain, cinéaste, président d'ONG, conseiller technique, directeur général du Conseil de stabilisation et des régulations de la filière café-cacao. Comment vous trouvez le temps de pouvoir écrire avec toutes ces activités? Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Oui, et donc je ménage mon temps pour pouvoir le faire. Très bien. Voilà. Merci, Monsieur Boloba Silué. Merci beaucoup pour ce bel échange qu'on a eu ensemble. Sur le sans-papier ingrat, je rappelle, le sans-papier ingrat, tome 1 et tome 2, disponibles pour l'instant. Il faudra faire vite, parce que je suis sûr qu'après cette émission, il n'y en aura plus dans les librairies. Donc, courez après cette émission, achetez le sans-papier ingrat en tome 1 et en tome 2. Ça a été un plaisir d'avoir échangé avec vous. On espère vous revoir bientôt pour le prochain livre. En attendant, vous l'avez dit, quand on veut, on peut. On aimerait rester, mais on ne peut pas rester. Il faut maintenant faire la passe au slam. Avec un slammer, vous le savez, vous le connaissez, découvrez-le maintenant. Mais en attendant, on vous dit à très bientôt et on se revoit pour la prochaine émission. Il fait jour et je suis toujours noir. L'histoire a peut-être oublié mon nom, elle a peut-être perdu la mémoire. Je porte mes rêves dans mes poches et elles sont vides. Chaque goutte de mes larmes abreuve la terre aride. Je suis bercé tous les soirs par le chant mélancolique de la solitude. Autour du mets, j'ai l'impression de manger ma propre chair, ma propre négritude. Mon corps a imbibé toutes les salives du monde. Ma tête est pleine de neige, je perds des ondes. Monsieur le préfet, au nom de Dieu le plus parfait, je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. Qu'elle soit blanche, jaune ou orange, qu'elle soit d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Europe, je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. Je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. Je suis la lune d'un autre ciel. Je suis le miel d'aucune abeille. Mon nom, je ne sais plus. Il y a 2 ans, j'étais Arthur. Maintenant, je crois que je dois être Patur ou Pati ou Kati. Je ne sais plus. Ma vie danse sur la mine de la mort. Mes envies dansent, grandissent et se frottent au tort. Oh! Mon père est ici. Ma mère est de nulle part. Je suis de partout. Je suis de nulle part. Pour un papier, j'ai cru entre tempête et tornade. En détresse et torsade. En détresse et porsade. En paresse et bastonnade. En pleurs, en douleur, en caprice, en cicatrices. Mais j'ai supporté, le poids poignant d'un amer soleil. Monsieur le préfet, je viens d'un pays qui n'a jamais existé. Mon cœur édenté ne sait plus aimer. Non, ce n'est pas le monde qui se fondre, c'est moi. Moi, l'homme de tenante, fait de la discrimination identitaire. C'est moi l'homme qui n'a ni toi qui n'est ni toi. C'est moi. C'est moi, l'homme qui n'a ni toi,
qui n'est ni toi? Au nom de quels critères es-tu plus citoyen que moi? Au nom de quelle misère es-tu plus africain que moi? La forme de ma bouche, de mon nez ne suffit pas. Mais quel papier? Monsieur le préfet, au nom de Dieu le plus parfait, je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. C'est bientôt les élections, je veux pouvoir voter. Donnez-moi une carte d'identité ou prêtez-moi la vôtre. Que je vive 2 minutes comme un homme, comme vous, monsieur le préfet.